Je suis Dorothée Myriam Kellou et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Aurélie Perrier, qui est docteure en histoire du monde arabe contemporain de l'Université de Georgetown aux États-Unis et qui est membre du Centre de recherche historique à Paris. Bonjour Aurélie. Bonjour Dorothée, je suis ravie d'être là. Donc Aurélie, tu as écrit ta thèse sur la sexualité et les questions de genre dans l'Algérie coloniale du XIXe siècle. Pour rappel à nos auditeurs, l'occupation française de l'Algérie commence en 1830 et s'étend jusqu'en 1962, date à laquelle l'Algérie obtient son indépendance. Avant l'occupation française de l'Algérie, l'Algérie était une province de l'Empire ottoman. Donc Aurélie, ce que je trouve très intéressant dans ton travail, c'est que tu mets en lumière les bouleversements dans la sphère intime, de la sexualité notamment, à l'époque coloniale, alors que la plupart des chercheurs s'intéressent aux bouleversements politiques et économiques engendrés par la colonisation. Nous allons creuser ensemble cette question. Parlons aujourd'hui de la prostitution à l'époque coloniale en Algérie. Alors, est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous raconter comment existait la prostitution avant l'arrivée des Français en Algérie, parce qu'elle existait? Alors oui, elle existait, mais sous différentes formes. Et c'est vrai que pour bien mettre en lumière les changements qui sont amenés avec la présence française, il faut peut-être parler d'abord de ce qui existait à l'époque ottomane. Donc, déjà, commencer par dire que la polygamie et le concubinage étaient tolérés par le droit musulman. Donc, il y avait déjà une pluralité de partenaires qui était possible, en tout cas pour les gens qui en avaient les moyens. Et c'est vrai que dans l'élite, dans l'Algérie précoloniale, il était pas peu courant d'avoir plusieurs femmes et certaines concubines. Donc, ça permettait un espace où les plaisirs charnels pouvaient exister, qui n'est pas présent en Europe. Deuxièmement, il y avait des courtisanes, de différentes classes d'ailleurs, qui étaient plus ou moins éduquées. Donc le mot générique pour les désigner, c'est le mot dalmé, donc qui contient le mot ilm en arabe, qui veut dire donc savoir ou connaissance. Donc ce qui est important à souligner, c'est que c'était des femmes qui possédaient un certain savoir, notamment qui étaient très souvent éduquées en chant, en poésie et en danse. Donc c'était pas des simples objets sexuels, elles avaient une fonction sociale importante, ces femmes, dans la société algérienne ottomane. Souvent elles étaient invitées à participer par exemple à des mariages, des fêtes de circoncision et autres, et donc elles étaient pleinement intégrées à la vie de la société. Elles n'étaient pas stigmatisées comme l'étaient les prostituées et comme elles allaient le devenir par la suite. Donc ça, je pense que c'est important à souligner. Et puis, il y avait aussi une très grande fluidité. On pouvait passer d'un état à l'autre avec beaucoup de facilité. Donc une femme pouvait pendant un certain temps exercer cette profession et puis par la suite intégrer la vie maritale et se soumettre à tous les codes d'une femme mariée algérienne. Donc les prostituées étaient vraiment faisaient partie intégrante de la société et elles n'avaient pas donc elles ne souffraient pas de stigmatisation. Et c'est quelque chose qui change avec donc l'arrivée des Français en Algérie, et notamment si tu peux commencer par nous raconter pourquoi en fait il a fallu pour les autorités coloniales réguler la prostitution dès leur arrivée. Oui, alors c'est une bonne question. Effectivement, l'occupation française signifie la présence sur le sol algérien de contingents militaires très importants. Donc, qui dit présence masculine dit bien sûr nécessité de gérer la demande sexuelle de ces hommes. Il ne faut pas oublier aussi qu'au XIXe siècle, c'est quand même l'époque du péril vénérien. Donc, il y a une grande peur, une grande anxiété autour de la transmission de maladies sexuelles. Donc telles que la syphilis et bien d'autres. Et donc la prostitution est à la fois un moyen de donner accès aux militaires français à des femmes, donc de gérer leurs demandes sexuelles, et à la fois en même temps de contrôler
et de policer médicalement le corps des femmes prostituées. Parce que dès lors qu'elles sont inscrites et désignées comme étant prostituées, elles sont soumises à une régulation qui les oblige à se rendre à une visite médicale hebdomadaire, par exemple. Et si elles sont désignées comme malades, à ce moment-là, elles sont obligées de se rendre au dispensaire. Et puis évidemment, elles payent une taxe aussi à l'administration française. Donc c'est aussi un système qui peut être lucratif. Et donc, est-ce que c'est ces mêmes courtisanes dont tu parlais précédemment, qui existaient donc avant l'arrivée des Français, qui deviennent donc qui offrent leurs services à notamment ces soldats, ou une nouvelle catégorie de femmes qui seraient dans un besoin financier, commencent à se prostituer? Alors là aussi c'est une question intéressante et la réponse n'est pas évidente, j'ai envie de dire les deux. Ce qui est intéressant, c'est qu'à peine un an après avoir débarqué en Algérie, les Français embauchent les services d'un individu qu'on appelait le mésoir, donc qui existait à l'époque ottomane et dont le rôle était de superviser un peu les courtisanes. Et donc elles aussi devaient payer une taxe. Par contre, elles exerçaient chez elles, donc dans leur résidence privée. Donc il n'y avait pas de comment tu dis brothel? Il n'y avait pas de bordel. Il n'y avait pas de bordel ou de lieu attitré à ça. C'était vraiment dans la résidence privée. Mais elles étaient aussi soumises à l'autorité de cet individu qui, notamment, faisait en sorte de contrôler les relations potentielles qu'il pouvait y avoir entre musulmans et non musulmans, parce que c'est proscrit par la loi musulmane. Et donc, les Français, quand ils débarquent, embauchent ce même individu pour justement donner le nom des courtisanes qui seraient donc inscrites pour les Français. Donc il y a certainement une continuité et des femmes qui étaient courtisanes ont ensuite été désignées comme prostituées par les Français et soumises à cette régulation très très stricte qui est à la fois médicale et policière. Mais par ailleurs, les Français tentent aussi d'organiser une prostitution européenne. Parce que très vite, on est dans un système colonial et donc racialisé. Et il y a cette idée qu'il faut séparer les deux populations et éviter au maximum les croisements et les métissages et les rencontres qui pourraient se faire, même à travers la prostitution. C'est considéré évidemment dangereux. Parce qu'il n'y a pas... Enfin, qui dit question raciale dit contrôle de la sexualité. Et donc la prostitution prend une importance très politique aussi. Donc il y a un effort délibéré de la part des Français d'embaucher certaines prostituées d'Europe pour venir exercer en Algérie, pour bien respecter la division des races entre guillemets. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est cette fascination en même temps pour le corps des Algériennes, parce que Constantine, donc c'est la ville sur laquelle tu as travaillé pour ta recherche, est un lieu touristique, un lieu de tourisme sexuel même. Et donc certains hommes de passage français souhaitent justement découvrir ces danses qui sont folklorisées, ces prostituées qui étaient artistes et considérées comme telles avant l'arrivée des Français deviennent des objets de fantasmes. Ouais, tout à fait. Ça, on rentre encore une fois dans le créneau de la pensée orientaliste, qui rend exotique toute cette partie du monde. Et évidemment que le fantasme érotique sur la femme arabe fait partie de cela. Donc, tu as raison de souligner qu'en fait, il y a un décalage entre ce que souhaitent les administrateurs coloniaux dans l'idéal et puis la réalité. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'en théorie, le système colonial, pour bien fonctionner, doit faire en sorte de diviser de séparer la population européenne de la population algérienne. Dans la réalité, c'était souvent bien plus compliqué et comme tu le désignes, il y avait effectivement une demande de la part de touristes qui venaient pour des raisons vraiment donner libre cours à leur désir sexuel et leurs fantasmes. Donc dans la réalité, en fait, la prostitution était un ferment de métissage. Justement, oui, je voulais en venir à là. C'est un lieu de rencontre, finalement, la prostitution, entre Français et Algériennes. Et ce que je trouvais très intéressant de ton travail, c'est notamment de voir que les prostituées
sont les premières à s'habiller à la française, à porter des noms français. Donc il y a toute une transformation des femmes algériennes au contact de ces Français qui s'opère dans le lieu de l'intimité. Oui, et c'est quelque chose qui a été mis en lumière aussi dans le travail de Christelle Tarot, qui s'est penchée sur la prostitution coloniale au Maghreb et qui montre que les prostituées sont des individus frontières en fait, dans le cadre d'un système où voilà c'est tabou d'entretenir une relation avec quelqu'un de l'autre race en fait. La prostitution, qui est quand même le lieu d'interdit par excellence, permet quand même, c'est un lieu de passage. Entre les deux, c'est un espèce de trait d'union entre les deux populations. Et donc effectivement, il y a eu une certaine transformation des mœurs qui est passée par les prostituées, comme tu le soulignes. J'aimerais un peu revenir sur ce regard colonial sur la sexualité. Notamment, tu parles à un moment donné de ce préfet de Constantine qui souhaite interdire les célébrations soufis qui sont, selon lui, l'occasion d'orgies sexuelles. Quel est justement ce besoin de réguler également ces fêtes qui sont des lieux apparemment de permissivité sexuelle, de tolérance en tout cas sexuelle? Quel est ton regard là-dessus? Alors c'est très difficile de savoir parce que les sources évidemment quand on travaille sur l'intime et la vie privée et la sexualité sont assez limitées. Bien sûr il y a des dossiers conséquents sur la police des mœurs et la prostitution, mais ce qui est très compliqué c'est toute personne qui est un peu en dehors de ce système. Mais les Français étaient suspicieux de pratiquement toute femme arabe et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les sources, cette idée que toute femme arabe est une prostituée en potentialité. Donc ça, c'était une grande question pour ceux qui étaient en charge de gérer cette sexualité illicite. C'est comment désigner les femmes qui exercent cette profession et celles qui sont entre guillemets honnêtes. Mais est-ce que c'est pas contradictoire avec cette justement vision d'une femme soumise, opprimée par le système patriarcal? De penser qu'elle est potentiellement sexuellement... Mais les deux deviennent en fait l'indice d'une civilisation en dégénérescence. En fait, ce penchant pour la sensualité excessive de l'arabe, que ce soit l'homme ou la femme d'ailleurs, deviennent l'index d'une race qui est en train de décliner. Et donc c'est en partie ce qui permet d'affirmer la supériorité raciale française. C'est en étudiant les rapports entre les sexes, en étudiant les mœurs sexuelles, les Français peuvent s'affirmer comme race civilisée. Et donc cette propension à désigner l'arabe comme étant, la femme arabe comme étant toujours une prostituée en potentialité, ça rentre dans ce discours de racialiser et donc de genrer aussi des populations colonisées. Donc pour revenir à ta question en fait sur ce commissaire là de Constantine qui désignait ces fêtes d'origine soufie comme des orgies, bon c'est impossible de savoir exactement ce qui se passait dans les fêtes qu'il désigne, mais en tout cas voilà, ce regard-là rentre plus généralement dans un discours français qui tend à décrire l'arabe comme ayant une sexualité débridée et que ça permet de l'inscrire, de le désigner comme inférieur. Donc je pense qu'il faut être peut-être suspicieux de ce genre de discours. Mais par ailleurs, il faut aussi souligner qu'il y avait plus de fluidité, encore une fois, dans la société arabe, qui n'était pas encore régie par des mœurs d'une moralité bourgeoise.
Et que donc, je crois que j'ai mentionné que c'était beaucoup plus facile pour une courtisane ensuite de réintégrer la vie maritale sans stigmate. Et quelque chose qui était inconcevable à cette époque en France, ou en tout cas pour les administrateurs coloniaux qui écrivent. Et donc, il est aussi possible qu'il y ait eu des espaces associés au tariqa, qui permettaient, qui étaient aussi des espaces de rencontres sexuelles potentielles, en étant bien plus que cela, évidemment. Hein. Et justement, par rapport à cette réorganisation de la prostitution à l'époque coloniale, tu utilises une expression, c'est la concentration du vice. Est-ce que tu peux développer cette idée ? Est-ce que c'est les bordels qui deviennent des lieux de concentration du vice, à l'écart des populations, notamment européennes ? Oui, tout à fait. Alors, il y a deux choses. Il y a à la fois le bordel qui est né, et puis dans certaines villes, notamment au Maroc, il y a des quartiers réservés entiers qui sont réservés à l'activité prostitutionnelle. Et ça, c'est quelque chose d'entièrement nouveau. J'ai parlé tout à l'heure du fait que les courtisanes exerçaient chez elles, donc elles pouvaient être éparpillées partout dans une ville. Donc ce désir de concentration du vice est quelque chose de très nouveau, mais qu'on peut associer aussi associer à la modernité politique en général, une différente façon d'exercer son pouvoir sur des populations, et qui tendait aussi à émerger à la fin de la période ottomane. Donc j'ai parlé de la figure du mezouar qui rentre dans ce schéma-là, mais aussi à Tunis au XIXe siècle. Il y a des chercheurs qui ont mis en lumière qu'on tendait aussi à vouloir concentrer les prostituées, les courtisanes, dans certains quartiers. Donc, je pense que c'est une certaine volonté de rationalisation de l'espace urbain, qui est vraiment propre à la modernité, mais aussi au projet colonial en Algérie. Donc, c'est vraiment ça la nouveauté, c'est d'amener le bordel, donc qui n'est plus un espace de poésie, de chant et de danse, mais vraiment juste de consommation du corps féminin. Donc ça change aussi complètement le rapport que ces femmes-là pouvaient avoir avec leurs clients. Bienvenue à nouveau sur Toumo, en partenariat avec Ottoman History Podcast. Et donc aujourd'hui, je suis avec Aurélie Perrier qui nous parle de sa recherche sur la sexualité, notamment la prostitution en Algérie. Alors pendant l'époque coloniale, tu nous parlais de cette concentration du vice, de ces bordels. Comment en fait réagissait la population, notamment de ces quartiers, parce que la prostitution, ces lieux étaient essentiellement dans les quartiers arabes, pas dans les quartiers européens. Oui, alors il y a encore une fois ici des contradictions, et c'est parfois un peu plus compliqué. Grosso modo, les Français, effectivement, préféraient, s'il y avait une sorte de quartier réservé, qu'il soit dans la Médina arabe et non au cœur de la ville européenne, parce que la prostitution, c'est quand même le symbole d'un manque de moralité, n'est-ce pas ? Cela dit, comme il y a aussi ce désir de séparer les populations, il y a aussi le désir d'avoir une prostitution pour les Européens, qui serait donc nécessairement au cœur de la ville, dans la ville européenne, et puis une prostitution pour les Arabes. Donc on trouve aussi ici ou là des rapports qui mentionnent ces désirs contradictoires des administrateurs, en fait, de à la fois vouloir faire qu'il n'y ait pas de contact entre les deux populations, et donc qu'il y ait donc deux formes de prostitution dans les deux villes, et puis en même temps l'idée de vouloir absolument cacher la prostitution au sein de la ville européenne, parce que ça enlève au prestige des Français. Mais bon, généralement, tu as raison, c'était plutôt concentré dans les villes arabes. Et comment réagit notamment la population, les habitants autour de ces bordels ? Alors, difficile à saisir dans les sources qui existent. On a néanmoins des exemples de pétitions qui contestent
la création de bordels ou de quartiers réservés. Mais dans les exemples que j'ai pu trouver, il s'agissait à chaque fois de contester en fait l'emplacement du bordel. Et pour moi, c'est très intéressant, c'est qu'il ne contestait pas en soi l'idée d'un bordel, mais il contestait l'idée d'un bordel à proximité, en général, d'un lieu de culte ou d'un lieu religieux. Et les élites musulmanes étaient souvent donc préoccupées d'établir une certaine distance pour qu'il y ait une pureté dans le culte, donc une distance entre les lieux de la foi et puis les lieux illicites de la sexualité, donc les lieux de la prostitution. Donc là, on voit que la question de l'espace est centrale. Donc l'idée n'est pas de détruire la prostitution, mais de mieux la contenir et de mieux délimiter les espaces. C'était ça qui, en tout cas dans les sources que j'ai pu trouver, semblait faire l'objet de pétitions de la part de la population algérienne. Et on parle beaucoup de ces bordels, mais comment ils étaient organisés? Qui tenait ces bordels en particulier? Alors bon, déjà il y a une législation qui est très très tôt mise en place. Il y a une série de décrets, d'arrêtés. Encore une fois, les dossiers de la police des mœurs sont très très bien fournis et expliquent et décrivent comment la liberté de mouvement des prostituées est réduite. Elles doivent avoir une carte spéciale qui montre qu'elles sont inscrites sur la police des mœurs. Toute fille étant vue en train de racoler dans la rue peut être automatiquement inscrite sur le registre de la police des mœurs et donc soumise à la réglementation, donc aller à la visite médicale qu'elle doit payer évidemment. Si elle est malade, elle doit aussi payer pour se rendre au dispensaire, mais cela est obligatoire. Tout ça est très très bien ficelé et organisé. Mais alors, du coup, est-ce qu'il y a seulement des Français qui vont dans ces bordels ou c'est une pratique qui existe aussi, qui se développe dans les sociétés algériennes de l'époque? Ça se développe aussi dans la société algérienne et en fait les espaces traditionnels de plaisir charnel qu'on a évoqués au début du podcast tendent à se transformer pour ressembler finalement de plus en plus au bordel à l'européenne, où il y a une taylorisation de la sexualité. Une taylorisation ? C'est-à-dire qu'il y a il y a certaines prostituées, notamment au XXe siècle, qui ont jusqu'à 70 clients dans la journée. Donc, à la chaîne. À la chaîne, exactement. C'est vraiment cette logique où on n'a plus de rapport avec son client. Il y a certainement pas de récitation de poésie, etc. Mais on est tout de suite dans la consommation d'un corps. C'est parfois minuté, etc. Et le but est lucratif, quoi. Donc c'est vraiment le capitalisme sexuel. Donc encore une fois, ça n'existait pas du tout à l'époque précoloniale. Donc ça c'est vraiment nouveau. مازال هاي مازال محبوب القلب لا اشتاهوا لهذا المجال. Bienvenue à nouveau sur Toumo, une série donc de podcasts sur le Moyen-Orient avec Aurélie Perrier qui nous parlait juste à l'instant de cette idée de contaminer, en tout cas d'importer des idées, des pratiques, des normes européennes dans la société algérienne. Notamment la présence de l'alcool, parce que dans les bordels il y a de l'alcool. Est-ce que ça contribue à la diffusion de cette consommation dans la société algérienne? Alors en fait, il y avait une régulation contre la présence d'alcool dans les bordels. Mais ce qui se passe, c'est plutôt que les prostituées, après, sortent du bordel, ou en tout cas, tu évoquais tout à l'heure la folklorisation de la prostituée. Il y avait notamment une tribu en particulier dans l'Algérie ottomane qui était connue pour former des courtisanes. Et c'était quelque chose où les mères formaient leurs filles, etc. Et c'est quelque chose qu'elles pratiquaient pour un temps,
pour amasser un petit pécule avant de se marier, et qu'ensuite elles abandonnaient entièrement cette profession. Donc l'idée d'être une prostituée comme quelque chose qui devenait en fait une carrière à vie et qui stigmatisait cette femme, c'est encore une fois quelque chose de nouveau. Mais donc avec la folklorisation, si tu veux, ou de la prostituée algérienne, ça fait aussi qu'elle rentre dans différents lieux. Parfois, voilà, dans des cabarets, etc. On fait venir une prostituée algérienne, voilà, qui fait une danse érotique. Donc effectivement, là, elle est dans les lieux qui sont associés à la présence de l'alcool, etc., qui n'ont rien à voir avec les espaces traditionnels de plaisir que cultivaient les Almés. Donc effectivement, ça contribue aussi évidemment à la stigmatisation croissante de cette profession. Et toi qui as travaillé donc beaucoup à Constantine, sur la ville de Constantine, est-ce que tu es allée dans ces quartiers qui étaient donc des quartiers réservés à la prostitution? Qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Quelle est la mémoire de ces lieux? Alors, c'est très difficile d'évoquer cette question avec les résidents parce que la sexualité reste quelque chose de relativement tabou pour beaucoup de personnes là-bas. Donc, j'avais un ami constantinois qui m'a quand même amené dans ces rues. Donc, c'est effectivement au cœur de la vieille Médina arabe, qui est très très belle, mais il y a quand même beaucoup de bâtiments malheureusement qui ont besoin d'être rénovés. Puis on a l'impression de pénétrer dans un espace comme un autre. C'est pas évident d'un œil extérieur de savoir que c'était des lieux de la prostitution. Alors en parlant à cet ami constantinois, les gens le savent. Les gens le savent, et puis ces quartiers ont été bien sûr réinventés, réappropriés. Donc ça semble rester dans la mémoire, mais c'est pas quelque chose, je pense, qui est souvent discuté. En tout cas, pas en ma présence. D'accord. En tout cas, ce qui m'a étonnée dans ton travail, c'est que les élites algériennes participent à cette organisation de la prostitution, notamment les autorités religieuses. Voilà, donc j'ai parlé en premier lieu du Mezouar, qui a initialement accepté de travailler pour les Français, donc de donner le registre des femmes courtisanes qu'il avait inscrites. Mais il y a aussi d'autres personnes, notamment le cadi, le juge musulman, est parfois invoqué lorsqu'une prostituée veut soit se rayer du registre de la police des mœurs, et veut faire ce qu'on appelle un aqt al-tawba, un acte de repentance, pour signaler en fait son désir de réintégrer la vie normale. À ce moment-là, elle va devant le juge musulman, elle doit expliquer ses motifs, etc. Et celui-ci décide si oui ou non elle peut réintégrer la vie normale et être rayée du registre de la police des mœurs. Donc les mouftis aussi, avant d'inscrire une femme au registre de la police des mœurs, en général, donnaient un avertissement. Et puis, si il revoyait cette femme dans une activité suspicieuse, à ce moment-là, il pouvait prévenir la police. Donc, on sait qu'il y a eu quand même un certain aller-retour entre les élites religieuses et puis la police des mœurs, qui interroge un peu, parce qu'on a tendance à penser que ça aurait pu être que le reflet d'une volonté finalement française. Mais effectivement, comme tu le notes, c'est surprenant de voir qu'il y a cette connivence entre les élites algériennes et françaises. Alors, comment on peut faire sens de ça? Je sais pas, mais je pense qu'un des éléments, c'est de réfléchir sur la question. Enfin, je pense que les Algériens effectivement avaient à cœur aussi qu'il y ait une ségrégation raciale, parce qu'il y a un interdit musulman très clair contre la présence française. Contre la présence française, bien sûr, mais plus généralement, il y a un interdit pour la femme musulmane d'avoir des relations avec un non-musulman. Ça, c'est très clairement inscrit dans la loi musulmane. Donc, je pense que c'est quelque part cohérent de vouloir faire en sorte que on régule, on organise tout ce qui peut être illicite pour limiter finalement ce qui pourrait amener des femmes musulmanes, si c'était pas du tout régulé, pas du tout contrôlé, il y a une peur que finalement ça troublerait l'ordre social encore plus. Et quelque part, le fait d'avoir des quartiers réservés, d'avoir certaines femmes qui sont entre guillemets sacrifiées, ça permet de faire en sorte que le reste des femmes musulmanes reste entre guillemets honnête et que les Français ne les touchent pas.
Donc tu nous as parlé de la prostitution, notamment des bouleversements de la société algérienne à travers la prostitution. Quel est l'intérêt pour toi d'approcher l'histoire coloniale à travers l'intimité? Parce que c'est une approche novatrice de s'intéresser essentiellement à la sphère privée et à ce qui est bouleversé dans la sphère privée par la présence, les discours, les pratiques des autorités coloniales notamment. Alors c'est un travail novateur, mais qui s'appuie quand même sur les travaux de beaucoup de personnes. J'ai cité Christelle Tarot, et puis il y a bien sûr Laura Ann Stoller qui a écrit son fameux ouvrage, qui est maintenant traduit en français, L'Empire de la chair, et qui montre à quel point il est utile et important d'étudier cette question de l'intimité. Donc là, on a parlé exclusivement de la question de la sexualité, de la prostitution, mais plus généralement je m'intéresse à l'intime, c'est-à-dire les rapports profonds qui se nouent entre les individus, et effectivement ça permet de souligner certains décalages entre ce que professent les administrations coloniales et puis une réalité sur le terrain qui est parfois plus complexe. Alors je pense par exemple à cette anecdote, j'avais rencontré, étant à Constantine, la grand-mère d'un ami, donc qui était très âgé, qui avait connu Constantine à l'époque coloniale, et qui me raconte comment elle se noue d'amitié avec sa voisine qui est française et qui l'incite à aller à l'école contre le vœu de son oncle qui s'occupait d'elle. Et c'est très très intéressant de voir comment elle décrit leur amitié, qui était à la fois très forte et en même temps tissée de tous ces rapports de force qui étaient nécessairement là à cause d'une relation quand même raciale, de laquelle elle ne pouvait pas s'extraire. Donc pour moi, s'intéresser à l'intime, c'est poser un autre regard sur ce que c'est que le pouvoir colonial, comment il opère, parce qu'il opère aussi dans ces sites-là. Il transforme la façon dont les personnes se pensent au plus profond d'elles-mêmes, et puis il pose certains interdits qui sont parfois aussi transgressés dans la sphère de l'intime, parce que justement c'est privé et ça échappe au regard public de l'État. Justement, on trouve aussi des lieux de transgression en étudiant ces relations intimes. Donc c'est à mon sens révélateur de toute la complexité de la relation coloniale. Et justement, on voit bien à cet endroit-là à quel point chaque société se rigidifie. La société notamment française, qui a une certaine conception de ce qu'est être français, et puis de l'autre côté la société algérienne qui elle aussi en réaction définit et rigidifie sa définition. Oui, tout à fait, et c'est pour ça que je pense que c'est salvateur de faire de l'histoire aujourd'hui, c'est que ça permet un peu de démystifier ces grands récits sur l'identité nationale d'un côté et de l'autre de la Méditerranée. Merci beaucoup Aurélie d'avoir été aujourd'hui présente sur ce premier podcast. C'était un plaisir de t'entendre, et puis j'espère que, comme tu l'as dit, en passant par l'histoire, on comprend mieux les questions présentes. Merci Dorothée, c'était un plaisir pour moi aussi. Et donc tu seras avec nous sur un prochain podcast, mais cette fois on sera en équipe.